Exercice 8.8. Une voiture roule à une vitesse V. Elle se trouve dans un virage dont le rayon de courbure est grand R. La route est parfaitement verglacée, mais l'angle qu'elle fait avec le plan horizontal est tel que la voiture passe sans encombre. Calculez cet angle. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai adopté une résolution qui n'est pas tout à fait la même que celle dans le corrigé. Et le but, pourquoi est-ce que j'ai fait de manière différente? Eh bien, c'est justement pour que vous ayez les deux façons. Dans le corrigé, il y a une manière, et puis sur ma feuille, il y en a une autre. Et j'avoue que je pense que celle du corrigé, elle est un petit peu plus simple. Je vais donc vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc, dans le corrigé, vous avez la situation suivante. Vous avez donc la voiture, ici, qui a une certaine vitesse, que je vais dessiner en jaune, là, qui est une vitesse V, et qui se trouve dans un virage dont le rayon est, bon là j'ai mis petit r, pardon, je vais faire ça d'une autre couleur en fait. C'est un virage qu'on appelle R majuscule, grand R, et ce R c'est 100 mètres, si je me rappelle bien, non 400 mètres, pardon, voilà. Donc ça c'est vu du dessus, en fait, tout ça. Alors, ça veut dire que pour que la voiture tourne, eh bien, évidemment, ça veut dire que sa vitesse est en train de changer de direction. Et si la vitesse change de direction, c'est qu'elle subit une accélération centripète, qui est donc, comme son nom l'indique, dirigée vers le centre du cercle, qui est lui-même ici. C'est le centre O. En fait. Et donc, évidemment, s'il y a cette accélération centripète, il y a des forces qui entrent en jeu, puisque une accélération est tout simplement l'effet causé par des forces. Alors, comme je l'avais fait, comme c'est fait dans le cours plutôt, dans la théorie qu'on a vue l'autre jour, j'ai représenté ici les forces qui agissent sur cette voiture. Alors, sur cette voiture, il y a deux forces dont on est sûr, c'est la force de pesanteur, toujours verticale, toujours dirigée vers le bas. Et puis, vous avez une force de soutien qui est toujours perpendiculaire à la piste. Piste que je vais dessiner en brun ici, hop, qui, oh là 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 là, j'ai eu un petite défaillance au moment de faire le trait ici, qui a donc, cette piste, une certaine inclinaison par rapport à l'horizontale. Ici est l'inclinaison qu'on appelle alpha. Je devrais quand même pas exagérer sur la longueur du trait. Cet angle alpha, il va de là jusqu'ici, et là, c'est l'horizontale. Voilà. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que dans la théorie, on avait considéré une force de frottement. Donc, cette force de frottement, si on a une, elle agit, pardon, elle agit au niveau des roues, et c'est une force qui va être dirigée vers l'intérieur de la piste. C'est-à-dire que la tendance de la voiture, c'est de glisser latéralement vers le haut de la piste, et justement, cette force de frottement, c'est celle qui la ramène vers le centre de la piste, comme on l'a fait dans la théorie mardi passé. Bon, ici, en réalité, on considère que la route est verglacée. C'est une des données du problème. Donc, si la route est verglacée, ça veut dire qu'il n'y a pas de force de frottement. Donc, finalement, cette force-là, on n'est pas obligé de la prendre en compte. Alors, si on la prend en compte, on a l'équation, la deuxième loi de Newton, que j'ai écrite là en dessous, somme des forces, poids, plus soutien, plus force de frottement, égale MA. Et maintenant, si on considère que la force de frottement est égale à 0, eh bien, on enlève là-dedans la force de frottement, tout simplement, et si ça vaut 0, eh bien, il reste P plus S égale MA. Donc ça, c'est l'équation qu'on va utiliser dans notre problème. L'équation de base, P plus S égale M fois A. L'accélération là-dedans, je ne l'ai pas encore dessinée, mais c'est de nouveau comme dans l'exemple qu'on a vu dans la théorie mardi passé,
c'est une accélération centripète qui est donc dirigée, c'est la même que celle qui est ici en fait, hein. C'est une accélération qui est dirigée vers le centre du cercle. Ça, c'est l'accélération centripète, c'est la même que celle-ci, qui est dirigée vers le centre du cercle, qui est donc le centre du virage. Et qui est donc horizontale ici, hein, parce que l'idée, c'est que la voiture ni ne descende, ni ne monte, hein, en fait, reste sur un plan horizontal ici. Alors, maintenant qu'on a cette équation, P plus S égale M1, il y a donc les fameuses deux façons de faire le problème. En réalité, il y en a une infinité de façons, hein. C'est-à-dire que maintenant, il faut choisir un système d'axe. Et ce système d'axe, il faut être malin ou maline pour choisir le meilleur système d'axe, c'est-à-dire le plus adéquat, le plus judicieux, celui qui va vous permettre de faire les calculs le plus facilement possible. Alors, si on considère la force de frottement, admettons qu'on la considère, eh bien, vous avez deux forces. Donc là, je vais adopter je vais prendre du orange. Eh bien, vous avez la force de frottement et le soutien, qui sont deux forces perpendiculaires. Hein, vous voyez, le soutien, il est perpendiculaire à la piste, la force de frottement, elle est parallèle à la piste. Donc, on a que S est perpendiculaire à la force de frottement. Et puis maintenant, si vous regardez les deux autres vecteurs, que je vais faire en violet, c'est-à-dire l'accélération centripète et le poids, eh bien, eux aussi, ces vecteurs sont perpendiculaires. Alors, pourquoi est-ce que j'écris ça? Eh bien, j'écris ça parce que je semble vous avoir toujours dit que quand vous faites un choix des axes, eh bien, si vous avez des vecteurs qui sont perpendiculaires entre eux, vous avez intérêt à choisir la direction de ces vecteurs comme la direction des axes. Donc ici, vous avez un choix à faire. Si vous voulez vous simplifier la vie, soit vous choisissez un système d'axes qui est parallèle à AC et à P, c'est-à-dire horizontal-vertical, ou alors vous choisissez un système d'axes qui est parallèle à S et à FF, c'est-à-dire parallèle à la piste et perpendiculaire à la piste. Alors, dans le cours qu'on a fait mardi, on avait cette situation avec la force de frottement. Et donc, dans le cours, on a choisi un système d'axe qui est celui que j'ai représenté ici, c'est-à-dire parallèle à la piste et perpendiculaire à la piste. Maintenant, aujourd'hui, on considère qu'il n'y a pas de force de frottement. Donc, si on enlève cette force-là, ça n'a plus trop de sens d'utiliser un système d'axe comme ça. On va plutôt se compliquer la vie. Donc, le plus simple, c'est d'utiliser un système d'axe qui est parallèle aux deux vecteurs qui restent, c'est-à-dire le vecteur accélération et le vecteur poids. Et ça, c'est ce qui est fait dans le corrigé. Donc, c'est pas que c'est faux hein, ce que je vais faire, c'est juste en lien avec ce qu'on a fait mardi. Et puis, donc, si vous voulez l'autre méthode, ben, je vous invite à aller regarder dans le corrigé. Donc, les calculs en trigonométrie sont légèrement différents. Ils devraient être un petit peu plus faciles dans le corrigé, ou le système d'axe, si je me rappelle bien, en fait, je n'ai même pas été vérifié, peut-être que je dis une bêtise. Attendez, je vais quand même aller vérifier ça. Mais si je me rappelle bien, dans le corrigé, le système d'axe, il est horizontal et vertical. Exactement. Alors, bon, admettons qu'on fasse, comme je l'ai fait ici, hein, c'est-à-dire qu'on choisit ce système d'axe X et Y. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, maintenant, on va projeter cette équation, P plus S. Il faudrait que je garde le schéma quand même ici, hein, sur l'axe X. Alors, sur l'axe X, vous avez la force de pesanteur ici. Et nous, on veut projeter tout ça sur un axe X qui est dirigé vers le bas comme ça. Donc, cet angle alpha qu'on a ici, cet angle alpha qu'on a là, on le retrouve ici. Alors du coup, la composante selon X du poids, c'est P fois sinus alpha. C'est ce que j'ai marqué là. Pour ce qui est du soutien, maintenant. Pour ce qui est du soutien, le soutien est perpendiculaire à la piste, donc selon X, on obtient une composante égale à 0. Et maintenant, il nous reste l'accélération
Et donc, vous voyez que pour l'accélération, qui est, elle, purement horizontale, eh bien, on a un angle alpha ici. On le retrouve là, cet angle alpha. Donc, si maintenant on cherche uniquement sa composante qui est parallèle à l'axe X, c'est-à-dire ça, en considérant donc une projection ici parallèle à l'axe X, bon là mon vecteur je l'ai fait un petit peu de biais, hein. Eh bien on voit que ici il faut prendre M et la parallèle composante à la piste c'est A fois cos alpha, donc MA cos alpha. On a cette relation ici. Alors une fois qu'on a cette relation, on peut faire les calculs. Alors comment on les fait ces calculs? Eh bien à la place de P, on remplace P par M fois G. Donc ce P ici, ça devient Mg fois sinus alpha égale MA cos alpha. C'est ce qu'on a là. Alors, une fois qu'on a écrit ça, on voit que M apparaît à gauche et à droite. On les simplifie et j'ai décidé de diviser par cos alpha pour isoler l'accélération. Donc je me retrouve avec l'accélération ici toute seule qui vaut G sinus alpha. G fois sinus alpha divisé par cos alpha. Et comme vous le savez, là, il fait quoi? Oh. Voilà. Comme vous le savez, sinus alpha sur cos alpha, c'est la tangente alpha. Donc, on a une première relation ici qui nous permet d'évaluer, enfin d'exprimer, on va dire, l'accélération comme étant G fois tangente alpha. Alors, l'équation sur Y, je l'ai écrite ici. Vous allez le corriger, donc je vous laisse regarder. Comme on ne va pas l'utiliser, je ne vais pas faire de commentaires dessus. Je l'ai écrite pour la beauté du geste, mais en réalité, elle ne sert à rien, en fait, ici. Alors maintenant, cette accélération, en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une accélération, comme je l'ai dit tout à l'heure, une accélération centripète. Hein, vous voyez ici, cette accélération, elle est dirigée vers le centre du cercle. Donc, c'est celle-là hein, aussi, c'est la même. Ça, c'est vu de dessus, et puis ça, c'est vu de profil. Donc, cette accélération, c'est une accélération centripète. Donc, comme c'est une accélération centripète, eh bien, on peut l'écrire comme étant égal à V carré sur R. Ce que j'ai fait à cet endroit-là. Alors, je remplace l'accélération qui est ici par V carré sur R. J'obtiens V carré sur R égale G tangente alpha. Alors, notre but, c'est de trouver l'angle. Donc là, on va y arriver, hein, puisqu'il n'y a plus qu'à retourner cette formule. Donc, la première étape, ici, on divise par G. Vous trouvez tangente alpha égale V carré sur RG, ce qui est là. Et puis ensuite, là, vous faites la tangente inverse de tout ce système, hein, et donc vous obtenez que l'angle alpha, c'est la tangente inverse de V carré sur RG. Je remarque comme ça, hein, je n'ai pas précisé, mais je pense que vous avez fait la correction par vous-même, que j'ai écrit des petits R en fait, alors que ce sont tous des grands R, hein, si on veut être cohérent avec ce qui est dans la donnée. Grand R ici et grand R ici. Alors, je termine. Hein, une fois qu'on a obtenu ça, eh bien, les calculs, on les finit de manière assez simple. Il se trouve que 100 km/h, qui est la vitesse de la voiture, eh bien, deviennent ces 100 km/h 27,8 mètres par seconde. Ça, c'est divisant par 3,6, on obtient 27,7777, je crois. Le rayon du cercle, c'est 400 mètres. Donc, on met les 400 ici. G, c'est 9,81. Vous faites la tangente inverse et vous trouvez la solution qui est de 11,1 degrés. Donc, ça veut dire que si la piste elle est à 11,1 degrés et que la voiture roule à 100 km/h et puis que la piste elle a un rayon de courbure de 400 mètres, comme c'est donné, eh bien, du coup, la voiture, elle ne va ni monter ni descendre, sans effrottement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'angle est plus petit, eh ben, elle va remonter vers la piste. Si l'angle est plus grand, elle va descendre. Si l'angle est 11,1, mais qu'elle ne va pas à 100 km/h, si elle va plus lentement, elle aura tendance à descendre. Si elle va plus vite que 100 km/h, elle aura tendance à monter. Il y aura tout ce genre de phénomènes qui vont se
se dérouler en fonction des différences par rapport à cette situation précise qui est, donc je le répète, un rayon de courbure de 400 mètres, une vitesse de 100 km/h et un angle de 11,1 degrés. Alors, j'ai vu des mains se lever, il y avait Mathéo. Accélération tangentielle, ça aurait pas été possible ou non? Ben non. Non, c'est pas possible. S'il y a une accélération tangentielle, ça reprend la dernière phrase que j'ai dite. Hein. S'il y a une accélération tangentielle, ça veut dire que la vitesse de la voiture change en norme. Oui. Donc, elle ne sera pas toujours à 100 km/h. Donc, comme elle n'est pas toujours à 100 km/h, vous voyez que si là, vous changez la vitesse ici, si vous changez cette vitesse, ben, l'angle change. Donc, en fait, il y a deux solutions. Soit vous avez une piste qui est de plus en plus inclinée, et puis du coup, vous devez aller de plus en plus vite pour rester à la même hauteur, on va dire, dans le virage. Bon, ça, c'est assez peu probable, en fait. Donc, le plus probable, c'est qu'en réalité, ben voilà, vu que l'angle va être fixé, si vous allez de plus en plus vite, ben la voiture elle va monter sur la piste jusqu'à ce qu'elle sorte, finalement.